On est moins dans ce désert urbain, dans cette condamnation. On est au contraire dans l'idée d'un monde global qui progresse et qui a de nouvelles possibilités. Bon, ça reste négatif parce que, malgré tout, il y a des décharges publiques, il y a des grandes corporations qui dominent le monde et ainsi de suite. Mais on est quand même à quelque chose d'un peu plus positif. Et alors, un exemple de texte extrêmement positif et tourné vers l'avenir, Le Chant du Cosmos de Roland Wagner, qui nous présente, là pour le coup, un avenir absolument radieux où l'humanité est intégrée au cosmos, en fait. Et alors, pour les années 2000, je n'ai pas le recul pour proposer un sens général à ce qui s'est passé, et c'est pour ça que je parle de dispersion créative. Mais alors, les contacts avec tous les mondes de l'imaginaire, au sens large, comme on dit, et de la fantasy notamment, modifient un peu les enjeux de la science-fiction d'une manière que je ne peux pas évaluer actuellement. Donc on a toutes sortes de choses qui peuvent se faire, donc aussi bien la science-fiction d'Olivier Paquet ou Laurent Jeunefort qui imaginent ou de Joël Vintrebert, que de l'anticipation à relativement court terme comme Aqua ou comme Lothar Blues. Voilà, bon, on retrouve toutes sortes de choses, mais là, je ne peux pas vraiment qualifier, et puis j'ai déjà beaucoup parlé. Voilà. Pour le coup, on a un peu de battement, mais je ne sais pas si on a le temps pour une ou deux questions. Oui, donc si quelqu'un veut intervenir, critiquer, demander des précisions. Oui. Moi j'ai raté le début, excusez-moi, mais avez-vous évoqué Jules Verne? Oui. Oui, j'ai. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est dans quelle mesure on retrouve Jules Verne ici. Alors, justement, je n'ai pas précisé ce que j'avais dit que j'allais préciser. On ne retrouve pas vraiment Jules Verne dans ses auteurs contemporains ou à partir de 1950. Ce qu'on retrouve, on retrouve des choses communes, c'est-à-dire cette idée d'anticiper sur un objet technique, cette idée de voir du nouveau, mais on ne retrouve pas cette simplicité, au sens positif, de l'intrigue, c'est-à-dire le simple fait de voir quelque chose de nouveau, de voir de nouveaux paysages, qui peut être fascinant. Dans les descriptions extrêmement longues des différents poissons qu'on peut trouver dans les fonds marins, on ne retrouve pas ce genre de choses. On va de plus en plus vers quelque chose qui est allusif, qui est fonctionnel et où le lecteur a de plus en plus, en tout cas par rapport à Jules Verne, de plus en plus la tâche de créer le monde lui-même. Je veux dire que comme on a énormément de points de repère, même des gens qui ne sont pas forcément des grands lecteurs de science-fiction, des points de repère sur ce qu'il y a dans un monde, on comble les vides beaucoup plus facilement actuellement. Et donc on n'a pas besoin, on n'a pas envie même de tous ces grands panoramas. Pourtant, Jules Verne était connu des Américains, connu dans les premiers pulps, donc l'influence peut être indirecte en passant par les... Alors, Jules Verne publiait dans les premiers pulps. Bien sûr que les premiers pulps ont publié des textes. Un des problèmes qui se pose lorsque on envisage, lorsqu'on veut faire quelque chose, disons, de nouveau, comme ce qui a pu être le cas dans les pulps. Un des problèmes pour ces pulps, c'est finalement, mais sur quoi se baser? Quels exemples donner? Soit on a une école, une bande de gens tout à fait capables d'écrire, comme les surréalistes ont pu faire. Ils sont nombreux à pouvoir écrire, et encore, ils s'appuient déjà sur ce qui s'est fait chez Dada. Bon, mais ils s'appuient sur un certain nombre de choses. Et eux-mêmes, ils peuvent produire énormément. Ils produisent énormément. Donc, s'il se trouve un ou deux précurseurs, ces précurseurs sont facilement intégrés. Dans le cas des pulps, il faut un produit d'appel. Ce produit d'appel, c'est les gens qui, à un moment ou à un autre, ou d'une façon ou d'une autre, ont introduit des objets scientifiques dans leur texte. Mais il ne s'agit pas de refaire ce qu'ils ont fait. Il s'agit de partir de là. Et ce qui s'est passé, c'est que... finalement, il y a aussi un regard qui est jeté sur les gens. Lorsque, de nos jours, un amateur de science-fiction lit Jules Verne, eh bien, je pense qu'il va survaloriser tous les aspects qui lui rappellent la science-fiction. Il va voir les choses dont il se dit, mais voilà, là il y a de l'anticipation, là il y a un effet d'eux, et il va valoriser ces aspects. Et si on publie dans un pulp qui dit, voilà la science, voilà les nouveautés scientifiques, voilà de l'anticipation, voilà de la création future, et que les lecteurs abordent ces textes-là en se disant, voilà ce que je vais y trouver, eh bien ils vont survaloriser ces éléments-là. Mais le fait est qu'on ne peut pas mettre côte à côte ce que les Américains ont écrit ensuite très vite dans les pulps et les textes de Verne correspondants. Et en tout cas, je n'y vois pas énormément de points de contact. Éventuellement, il y a le schéma de l'ingénieur dans son garage qui crée une machine nouvelle et avec cette machine nouvelle, il fait quelque chose. La différence fondamentale étant que
Les Américains, assez naturellement, quand ils voient une invention dans un texte de Verne, enfin quand je dis les Américains, c'est une simplification, une archi-simplification, mais les Américains des années 30, s'ils voient une invention dans un texte de Verne, eh bien ils se disent, bon mais ça, il suffit de déposer le brevet, ensuite on crée un modèle industriel, on le fait fabriquer en série, on le vend, et ça fait un profit. Voilà, ce que je veux dire, c'est que cette logique-là, cette logique de la Fordisation, de l'industrialisation, de la création en série, elle est extrêmement importante à la fin des années 20, au début des années 30. Donc quand on voit un objet technique, on pense au brevet qu'on peut déposer pour gagner de l'argent, en le produisant en série. Quand Verne il pense à son film machine, il pense juste, bon, bah, quel va être le nouvel exploit sportif. Enfin, sportif au sens positif, encore une fois. La nouvelle preuve de l'humanité. Oui. Il y a une chose qui m'a frappé dans ce que vous avez dit. Vous avez caractérisé dans la science-fiction américaine le fait qu'on faisait l'apologie d'une science qui était capable de résoudre tous les problèmes. Et ce qui me frappe, c'est le transfert qui s'est fait dans le domaine policier. Parce que quand vous avez dit ça, j'ai immédiatement vu les séries des experts et toute cette déferlante de séries télévisées qui manifestement relèvent de la même logique. Oui, alors il y a cette idée, alors on peut faire un grand trait, comme je le fais moi-même, des simplifications sur l'esprit des Américains, c'est quand même compliqué, on va devoir arrêter. Mais effectivement, vous avez raison, c'est la même logique, c'est-à-dire la science est positive, la science apporte des solutions. Et cette idée-là, elle traverse la littérature et la culture américaine. Merci. Avez-vous cité Barjavel, non? Non, je ne l'ai pas cité parce que j'avais beaucoup de choses à citer. Ah, j'ai pas vu parler de tout. Mais effectivement, Barjavel est un cas un peu problématique. Enfin, problématique, disons, stimulant.